Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La société civile congolaise fait pression sur le gouvernement pour le respect de l'article 55 de la Constitution, un article qui en substance oblige les hauts fonctionnaires de l'État à déclarer leur patrimoine. Et en Libye, 4 ministres quittent le gouvernement d'union installé à Tripoli depuis le 29 mars. Ils auraient refusé d'assumer leurs fonctions, mais la presse libyenne évoque des divisions à l'intérieur de ce gouvernement. Et le Rwanda entend augmenter ses capacités énergétiques grâce à sa première centrale électrique au méthane sur le lac Kivu. En République du Congo, plusieurs associations de la société civile, dont la Fédération congolaise des droits de l'homme, appellent le gouvernement de Clément Mwamba au respect de l'article 55 de la Constitution, article sur la déclaration de patrimoine qui constitue un élément du dispositif congolais de prévention de la corruption. Reportage d'Eva Panzou. La société civile congolaise interpelle le gouvernement au respect des nouvelles mœurs prônées par la Nouvelle République. Rassemblée autour de la Fédération congolaise des droits de l'homme et la Coordination nationale des réseaux et associations œuvrant pour la gouvernance électorale, elle a souhaité l'application de l'article 55 de la Constitution. Les deux plateformes suscitées ont fait cette interpellation de manière vigoureuse de faire que le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba fasse preuve d'exemplarité en procédant par la déclaration des biens. Et je tiens à vous dire que nous sommes restés sur notre soif, à la limite choqués. Cet article stipule que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Mais pour le gouvernement congolais, il faut nécessairement considérer le deuxième alinéa de cet article. L'article 55 a un deuxième alinéa qui dit que c'est la loi qui détermine les conditions de déclaration de ce patrimoine, qui fixe le champ des agents publics concernés. Il faut quand même qu'on sache à quel niveau de fonction on doit faire cette déclaration. Est-ce que c'est tous les fonctionnaires? Parmi les élus, lesquels doivent faire une déclaration? Est-ce qu'on doit partir de celui qui est tout en bas, l'élu local, jusqu'au président de la République? C'est la loi qui détermine. L'opposition pense qu'il faut réunir toutes les conditions visant à appliquer cette disposition. Pour elle, la déclaration du patrimoine n'est pas la revendication préalable. La revendication préalable serait de demander au gouvernement ou aux parlementaires d'initier la loi pour que cet article soit totalement appliqué. Et la société civile peut proposer et s'appuyer sur un parlementaire, tout comme la société civile, en proposant, peut susciter un débat d'intérêt populaire qui, finalement, pourra pousser soit le gouvernement, soit les parlementaires à aller très vite dans l'initiation de la loi. La société civile devra encore patienter afin que toutes les conditions soient réunies. Néanmoins, celle-ci a rappelé que cette disposition existait déjà dans la Constitution du 20 janvier 2002 sans jamais être appliquée. Le gouvernement devrait montrer l'exemple de la rupture, selon elle. En Libye, je vous le disais en titre, 4 ministres du nouveau gouvernement d'union ont été démis de leurs fonctions après avoir refusé d'assumer leurs fonctions. Le gouvernement refute qu'il s'agit de démission, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un coup dur porté contre le gouvernement de Fayez Al-Sarraj. Son équipe paraît plus que jamais fragile. Deogracias Podo. Mise en place depuis 3 mois seulement avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement d'union nationale en Libye peine à remplir sa mission. Dans un communiqué publié vendredi 1er juillet 2016, il a été annoncé le limogeage de 4 ministres avec pour principale raison leur refus d'assumer leurs fonctions. Un motif peu convaincant pour une partie de l'opinion publique. La presse libyenne évoque plutôt des démissions liées aux divisions au sein même de l'équipe gouvernementale. Le gouvernement d'union nationale qui était installé, c'est un gouvernement qui est traversé, selon la presse libyenne et les observateurs libyens, par beaucoup de divisions, parce que les 4 ministres qui auraient démissionné sont tous de l'Est de la Libye, et vous savez qu'à l'Est de la Libye, il y a un gouvernement parallèle, il y a une grande partie qui ne reconnaît pas le gouvernement actuel, et donc c'est un motif d'inquiétude pour les Libyens qui souhaitent enfin sortir du cycle de la violence, et également un motif d'inquiétude pour les pays du voisinage, comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Issu de l'accord politique interlibyen signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies, le gouvernement d'union nationale s'était auto
autoproclamée en fonction le 12 mars sur la base d'un communiqué de soutien d'une centaine de députés du Parlement reconnus, basés à Tobrouk dans l'est du pays. Mais depuis, il peine à asseoir son autorité. La fracture entre l'Est et l'Ouest se fait de plus en plus remarquable, et ce dans un contexte où le pays doit faire face aux différents mouvements terroristes qui menacent la stabilité de toute la région. Les divisions ne peuvent pas s'éterniser de cette manière et la solution est d'abord entre les mains des Libyens. Il ne faut pas que les Libyens attendent à chaque fois que l'ONU, que l'Union africaine, que la Ligue arabe interviennent pour donner des solutions. Cet effort est un effort énorme. Idem pour l'Égypte, et donc l'Égypte et l'Algérie, même aussi la Tunisie et le Soudan voudraient avoir une Libye stabilisée, une Libye où il n'y a pas de terrorisme pour pouvoir donc s'occuper d'autres problèmes, comme les problèmes économiques. Le gouvernement d'union nationale en Libye, dirigé par Fayez El-Sarraj, était initialement formé de 18 ministres, dont 13 avec portefeuille et 5 ministres d'État. Le premier conseil des ministres qui s'est tenu le 22 juin 2016 avait clairement défini l'objectif de l'équipe. Il était question d'établir une autorité unifiée dans le pays. Mais avec cette nouvelle situation, certains craignent encore une fragilité du tissu politique et social de la Libye. Au Mali, l'or constitue le premier produit d'exportation devant le coton et le bétail. Troisième producteur d'or du continent africain, le Mali est confronté depuis la fin du mois de juin à une vague de contestation de la part des acteurs du secteur. Les travailleurs de l'industrie minière en grève réclament un plan social en cas de licenciement. Reportage à Mokhtar Bari. L'or occupe une place importante dans l'économie malienne. Troisième producteur d'or en Afrique et 17e mondial, la production d'or était de 48,6 tonnes en 2014. Aujourd'hui, le secteur connaît des remous. Après une grève de 72 heures du secteur entre le 30 mai et le 1er juin 2016, la section nationale des mines et industries a observé de nouveau un arrêt de travail depuis le 27 juin. Motif principal de la grève, l'obtention d'un plan social en cas de licenciement pour tous les travailleurs du secteur. Nous sommes dans un secteur qui est très fragile, aléatoire, dont la vie est éphémère. Nous avons demandé juste essentiellement un plan social digne à l'égard des travailleurs en cas de fermeture pour des raisons économiques ou n'importe quelle raison. La convention collective des mines prévoyait l'adoption d'un plan social. L'échec des négociations entamées il y a 10 mois plonge le secteur dans une crise. Le syndicat des travailleurs des mines proposait un plan social de 14 mois pour les plus grandes catégories et de 36 mois pour les petites catégories. Cette grève concerne aussi les conditions de travail. En ce qui concerne les autres secteurs, nous avons constaté des conditions de travail déplorables dans certains secteurs, notamment dans les cimenteries par exemple. Et aussi dans l'administration minière, il y a beaucoup l'absence de matériel de travail et de conditions de travail. C'est ce qui nous a amené essentiellement à aller vers cette grève. Le syndicat entend poursuivre son combat pour l'obtention d'un plan social pour les travailleurs licenciés. Les industries extractives constituent plus de la moitié des recettes d'exportation du Mali. Cependant, la vitalité du secteur ne semble pas profiter aux populations de ces zones aurifères. Dans le reste de l'actualité en bref, au Gabon, la capitale Libreville abritera du 13 au 15 juillet prochain un forum international sur l'industrialisation de la filière bois dans le pays du bassin du Congo. L'annonce a été faite par le ministère gabonais en charge du développement durable. Et le Rwanda a officiellement inauguré en mai la centrale Kivuwat. 26 MW d'électricité seront produits à partir du méthane contenu dans le lac Kivu, à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le lac Kivu est le seul au monde dont la concentration en gaz est suffisamment importante pour être exploitée commercialement. Alun Guindo. Le Rwanda ambitionne d'accroître sa production d'électricité à travers le projet Kivuwat. Ce projet consiste à exploiter le gaz méthane du lac Kivu. Le projet a démarré ses activités en mai 2016 et a pour but de fournir de l'électricité à 70% de la population rwandaise d'ici à 2018. Aujourd'hui, le taux de couverture électrique du pays n'est que de 25% et dépend fortement des ressources renouvelables. La réalité, c'est que l'électricité coûte cher au Rwanda. C'est un gros problème pour les usines. Si le gouvernement réduit le prix, ce sera bon pour les consommateurs d'électricité, en particulier les usines, parce que nous payons cher nos factures et nous sommes en difficulté.
La hausse de la production d'électricité sera bénéfique pour les investisseurs et contribuera à la réduction des prix. L'entreprise Gumerus, chargée du projet, prévoit d'extraire le gaz méthane du lac Kivu pour alimenter une centrale électrique de 26 MW. D'ici 2020, elle prévoit d'augmenter son exploitation pour atteindre 100 MW. L'investissement coûtera 500 à 600 millions de dollars. Un accès plus large à l'électricité est perçu comme essentiel pour le développement économique du Rwanda. Nous négocions avec les régulateurs pour voir les modalités de diminution des tarifs de l'électricité, qui est une nécessité, surtout pour les industries. C'est indispensable si l'on veut augmenter les exportations ou investir dans la production locale. Nous devons attirer les investisseurs, donc être compétitifs dans la région. Le Rwanda perçoit 17 centimes de dollars par kilowattheure pour l'industrie, 21 centimes pour les autres agents économiques. Des prix qui pourraient chuter avec le projet Kivuwatts. D'ici fin juillet 2016, la capacité énergétique du Rwanda devrait passer de 190 à 205 MW. Objectif, atteindre 583 MW d'ici 2018. Et c'était les commentaires de Deogracias Podo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.